Professeur, commençons. Aujourd'hui, je vais passer en revue l'algèbre linéaire. Je suppose que vous avez déjà suivi un cours d'algèbre linéaire. Je vais simplement passer en revue le contenu pertinent qui apparaîtra à maintes reprises tout au long du cours. Mais n'hésitez pas à m'interrompre si certains concepts ne sont pas clairs, si vous ne vous souvenez pas d'un concept d'algèbre linéaire. J'espère que c'est le cas. Mais s'il vous plaît, dites-le moi. Je ne sais pas. Vous avez des connaissances très différentes. Il est donc difficile de s'adresser à un groupe particulier. J'ai donc adapté ces notes de cours de manière à ce qu'il s'agisse d'une révision pour ceux qui ont suivi le cours d'algèbre linéaire le plus élémentaire. Si vous avez déjà cette expérience et que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre. Je vais donc commencer par parler des matrices. Une matrice, sous une forme très simple, est simplement une collection de nombres, par exemple 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 10. Par exemple, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 10. Vous pouvez choisir n'importe quel nombre de lignes, n'importe quel nombre de colonnes. Il suffit d'écrire les nombres dans un format carré. Voilà pour la matrice. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Quel type de données pouvez-vous donc classer dans une matrice? Je vais prendre un exemple qui nous semble pertinent. Par exemple, nous pouvons indexer les lignes par action, par société, comme Apple. Morgan Stanley devrait y figurer, puis Google. Ensuite, nous pouvons peut-être indexer la colonne par date. Je dirai le 1er juillet, le 1er octobre, le 1er septembre. Pour les chiffres, vous pouvez choisir les données que vous voulez. Mais les données les plus pertinentes 2. seront probablement le cours de l'action ce jour-là. Je ne sais pas, par exemple. 400, 500 et 5000. Ce serait parfait. Ce genre de données, c'est juste la matrice. Définir une matrice est donc très simple. Mais pourquoi est-elle si puissante? Il s'agit donc d'une 3. Du point de vue de l'application, il s'agit simplement d'une collection de données. Mais d'un point de vue théorique, une matrice M par N, est un opérateur. Elle définit une transformation linéaire. A définit une transformation linéaire de l'espace vectoriel à n dimensions, vers l'espace directeur à m dimensions. Cela semble beaucoup plus abstrait que cela. Prenons un tout petit exemple. Si j'utilise une matrice 2 par 2, 2, 0, 0, 3. Alors 2, 0, 0, 3 fois, disons 1, 1, c'est juste 2, 3. Est-ce que cela a un sens? C'est juste une multiplication matricielle. Essayez maintenant de combiner les points de vue. Que signifie une transformation linéaire définie par un ensemble de données? Les choses commencent à s'embrouiller. De quoi s'agit-il? Pourquoi un ensemble de données définit-il une transformation linéaire? Et cela a-t-il un sens? C'est donc une bonne question à garder à l'esprit aujourd'hui. Et essayez de vous souvenir de cette question. Car aujourd'hui, je vais essayer de développer une théorie des valeurs propres et des vecteurs propres dans un langage purement théorique. Mais on peut toujours l'appliquer à ces ensembles de données et obtenir des propriétés et des quantités très importantes. Vous pouvez en tirer des informations utiles. Essayez de comprendre pourquoi cela se produit. C'est donc l'objectif d'aujourd'hui, traiter l'algèbre linéaire comme une discipline théorique.
Mais n'oubliez pas qu'il existe des ensembles de données, comme l'ensemble de données sous-jacents. Celle-ci ne monte pas. C'était un mauvais choix pour mon premier tableau. Désolé. Les concepts les plus importants pour nous sont donc les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice, qui est définie comme un nombre réel, lambda, et le vecteur V, est une valeur propre et un vecteur propre d'une matrice A, si A fois V est égal à lambda fois V. Nous disons également que V est un vecteur propre correspondant à lambda. Rappelez-vous donc que les valeurs propres et les vecteurs propres vont toujours par paire. Et ils sont définis par la propriété suivante, A fois V est égal à lambda fois V. Première question, toutes les matrices ont-elles des valeurs propres et des vecteurs? 4. Propre. Non, pas du tout. Alors à V, il semble que cette équation soit très étrange à satisfaire. Mais si vous la changez sous cette forme, A moins lambda I est égal à 0. Cela semble toujours aussi étrange. 5. Mais au moins vous comprenez que, c'est un seulement si, ceci ne peut arriver que si ceci peut arriver. Cela n'arrive que si A moins lambda I n'a pas de rang complet. Donc le déterminant de A moins lambda I est égal à 0, si et seulement si, en fait. Voici donc une observation très intéressante. Le déterminant de A moins lambda I est un polynôme de degré n. J'ai fait une erreur. J'aurais dû dire que c'est seulement pour les matrices n par n. Ce n'est que pour les matrices carrées. Désolé. C'est un polynôme de degré n. Cela signifie qu'il a une solution. Il doit donner n en termes de lambda. Il a donc une solution. Il pourrait s'agir d'un nombre complexe. Je suis vraiment désolé. Je suis nerveux devant la vidéo. Je comprends pourquoi vous disiez que cela n'existe pas nécessairement. Je le répète. J'ai fait quelques erreurs. Permettez-moi donc de répéter ici. Pour une matrice n par na, un nombre complexe lambda, et le vecteur v est une valeur propre et un vecteur propre s'il satisfait à cette condition. Il n'est pas nécessaire qu'il soit réel. Je m'en excuse. Et maintenant, si nous le reformulons de cette façon, comme il s'agit d'un polynôme, il a toujours au moins une solution. C'était juste un point secondaire. Très théorique. Nous voyons donc qu'il existe toujours au moins une valeur propre et un vecteur propre. Maintenant que nous avons vu son existence, quelle en est la signification géométrique? Revenons maintenant au point de vue de la transformation linéaire. Supposons que A soit une matrice 3 par 3. Alors A prend le vecteur dans R3 et le transforme en un autre vecteur dans R3. Mais si vous avez cette relation, ce qui va se passer, c'est que A, lorsqu'il est appliqué à V, va simplement mettre à l'échelle le vecteur V. S'il s'agissait du V original, A de V sera simplement lambda multiplié par ce vecteur. Ce sera notre AV, qui est égal à lambda V. Les vecteurs propres sont donc ces vecteurs spéciaux qui, lorsqu'on leur applique cette transformation linéaire, sont simplement mis à l'échelle d'une certaine quantité, qui est exactement lambda. Ce que nous avons établi jusqu'à présent, ce dont nous 6. Souvenons jusqu'à présent, c'est que chaque matrice n par n possède au moins une direction de ce type. Il existe un vecteur pour lequel la transformation linéaire définie par A ne fait que le mettre à l'échelle 7. Ce qui est assez intéressant, si l'on y a déjà réfléchi. Il n'y a aucune raison pour qu'un tel vecteur existe. Bien sûr, je mens un peu. Car il pourrait s'agir de vecteurs complexes.
Mais au moins dans le monde complexe, c'est vrai. Si vous y réfléchissez, c'est très utile. Elle vous donne les vecteurs du point de vue de ces vecteurs, cette transformation linéaire est vraiment facile à comprendre. C'est pourquoi les valeurs propres et les vecteurs propres sont si utiles. Ils décomposent la transformation linéaire en opérations très simples. Permettez-moi de formaliser cela un peu plus. Dans un cas extrême, une matrice n par Na, est dite diagonalisable s'il existe une matrice orthonormée, que j'appellerai U, telle que A est égale à U fois D fois l'inverse de U pour une matrice diagonale D. Permettez-moi d'itérer un peu. Qu'est-ce qu'une matrice orthonormée? C'est une matrice définie par la relation U fois U transposée est égale à l'identité. Qu'est-ce qu'une matrice diagonale? C'est une matrice dont les entrées non nulles sont toutes sur la diagonale. Toutes les autres sont nulles. Pourquoi est-il si utile d'avoir cette décomposition? Qu'est-ce que cela signifie d'avoir une matrice orthonormée comme celle-ci? Cela signifie essentiellement que je vais expliquer ce qui se passe. Si cela se produit, si une matrice est diagonalisable, si cet A est diagonalisable, il y aura trois directions, V1, V2, V3, telles que lorsque vous appliquez cet A, V1 s'échelonne par la somme lambda 1. V2 est égal à la somme lambda 2. Et V3 varie de la somme lambda 3. Nous pouvons donc comprendre complètement la transformation A, juste en termes de ces trois vecteurs. Ce sont donc les éléments les plus importants que vous utiliserez en algèbre linéaire tout au long de ce cours. Laissez-moi donc le répéter très lentement. Une valeur propre et un vecteur propre sont définis par cette relation. Nous savons qu'il existe au moins une valeur propre pour chaque matrice, et qu'il existe un vecteur propre correspondant. Et les vecteurs propres ont cette signification géométrique où les vecteurs et le vecteur propre, si la transformation linéaire définie par A ne fait qu'U échelonner ce vecteur. 8. Ainsi, dans notre contexte, les vraies bonnes matrices sont celles qui peuvent être décomposées dans ces directions. Et ces directions sont définies par ce U et D. 9. Définit l'ampleur de la mise à l'échelle. Dans ce cas, U sera notre V1, V2, V3. Et D sera notre lambda 1, lambda 2, lambda 3, tout 0. Des questions jusqu'à présent. Voilà pour l'abstrait. Maintenant, souvenez-vous de la question que j'ai posée au début. Vous vous souvenez de cette matrice dans laquelle nous avions des actions, des dates et des prix d'action dans les entrées. Que signifie un vecteur propre de cette matrice? Que signifie une valeur propre? Essayez donc de réfléchir à cette question. Ce n'est pas comme si elle avait une contrepartie physique. Mais il y a des choses très intéressantes qui se passent ici. La mauvaise nouvelle est que toutes les matrices ne sont pas diagonalisables. Si une matrice est diagonalisable, il est très facile de comprendre ce qu'elle fait. Elle se décompose en trois directions, s'il s'agit d'une matrice 3 par 3. S'il s'agit d'une matrice n par n, elle se décompose en n directions. Malheureusement, toutes les matrices ne sont pas diagonalisables. Mais il existe une classe très spéciale de matrices qui sont toujours diagonalisables. Et heureusement, nous verrons ces matrices tout au long du cours. La plupart des matrices, n par n, que nous étudierons, appartiennent à cette catégorie. Ainsi, une matrice n par n est symétrique si A est égal à A transposé. Avant de poursuivre, veuillez lever la main si vous êtes familier avec tous les concepts présentés jusqu'à présent. C'est bon. C'est bon signe.
Une matrice est donc symétrique si elle est égale à sa transposée. Une transposée est obtenue en prenant l'image miroir sur la diagonale. Et puis on sait que toutes les matrices symétriques sont diagonalisables. Ah, j'ai encore fait une erreur. Orthonormée. Ainsi, je n'ai pas trouvé de matrice orthonormalement diagonalisable. Elles sont donc diagonalisables si nous abandonnons cette condition et la remplaçons par une matrice inversible. Les matrices symétriques sont donc très bonnes. Et heureusement, la plupart des matrices n par n que nous étudierons sont symétriques. De par leur nature même, elles seront symétriques. 10. Celui que j'ai donné en exemple n'est pas symétrique. Il n'est pas symétrique. Je reviendrai sur ce point dans une minute. Une autre chose importante est que les matrices symétriques ont des valeurs propres réelles. Donc en réalité, cette image géométrique est juste pour les matrices symétriques. 11. Matrice, cette image est vraiment celle que vous devez avoir à l'esprit. Donc preuve du théorème de. Supposons que lambda est une valeur propre avec le vecteur propre v. Alors par définition nous avons ceci. Multiplions maintenant v transposé des deux côtés. Il s'agit de lambda multiplié par la norme v. Prenons maintenant le conjugué complexe du symétrique réel. Nous avons d'abord le conjugué A, nous avons vtatev, puis nous prenons le conjugué de ce dernier. Nous obtenons alors lambda v. Et ce côté est égal à vtatev. Mais comme A est à symétrie réelle, nous voyons que A est égal au conjugué complexe de A. Cette expression et celle-ci sont donc identiques. Le côté droit devrait également être identique. Cela signifie que lambda est égal au conjugué de lambda. Lambda doit donc être un réel. Le théorème est donc un peu plus compliqué et fait appel à des concepts plus avancés tels que la base et le sous-espace linéaire, etc. Et ces concepts ne sont pas vraiment importants pour ce cours. Je vais donc sauter la preuve. Mais il est très important de se souvenir de ces deux théorèmes. Chaque fois que vous voyez une matrice symétrique, vous devez avoir l'impression d'en avoir le contrôle. En effet, vous pouvez la diagonaliser. De plus, toutes les valeurs propres sont réelles et vous avez un très bon contrôle sur les matrices symétriques. C'est une bonne chose. C'est à ce moment-là que tout s'est bien passé. Nous pouvons la diagonaliser. Donc, jusqu'à présent, nous avons vu que pour une matrice symétrique, nous pouvons la diagonaliser. C'est vraiment facile à comprendre. Mais qu'en est-il des matrices générales? En général, toutes les matrices ne sont pas diagonalisables, tout d'abord. Mais il arrive que l'on veuille quand même les décomposer de cette façon. La diagonalisation est donc A égale U fois D fois U inversé. Mais nous voulons quelque chose de semblable. Nous voulons comprendre. Notre 12. Objectif est donc de comprendre la matrice, de donner une matrice A par le biais d'opérations simples, telles que la mise à l'échelle. Lorsque la matrice était une matrice diagonalisable, cela se faisait, c'était possible. 13. Malheureusement, il n'est pas toujours diagonalisable. Nous devons donc faire autre chose. C'est donc de cela que je veux parler. Et heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un outil intéressant que nous pouvons utiliser pour toutes les matrices, même celles qui sont légèrement plus faibles, en fait, un peu plus faibles que cette diagonalisation. Mais il permet tout de même de distiller des informations très importantes sur la matrice.
C'est ce qu'on appelle la décomposition en valeurs singulières. Ce sera donc notre deuxième outil pour comprendre les matrices. Il est très similaire à la diagonalisation ou, en d'autres termes, à la décomposition des valeurs propres. Mais sa forme est légèrement différente. Quelle est sa forme? Un théorème? Soit à une matrice M par N? Il existe toujours des matrices orthonormées U et V telles que A est égal à U fois sigma fois V transposé. Pour une matrice diagonale sigma, permettez-moi d'analyser le théorème un peu plus en détail. Lorsqu'on vous donne une matrice, il n'est même plus nécessaire qu'elle soit carrée. Elle peut être non symétrique. Ainsi, lorsqu'on nous donne une matrice M par N, en général, il existe toujours deux matrices, U et V, qui sont orthonormées, de sorte que A peut être décomposé comme U fois sigma fois V transposé, où sigma est une matrice diagonale. Mais maintenant, la taille de la matrice est importante, donc U est une matrice M par N, sigma est une matrice M par N, et V est une matrice N par N. Cela dénote simplement la taille, le nombre d'éléments de la matrice, et le nombre d'éléments de la matrice. Cela indique simplement la taille, les dimensions de la matrice. Que signifie donc le fait qu'une matrice M par N soit diagonale? Cela signifie la même chose. Seules les entrées 2 sont autorisées à être non nulles. Ce n'était donc qu'un tas de mots. Permettez-moi de reformuler. Comparons maintenant la décomposition en valeurs propres avec la décomposition en valeurs singulières. Il s'agit donc de la DECOMPOSITIONNVALURSPROPRES, ce que nous venons de voir. Et seulement la SVD? Elle ne fonctionne que pour les matrices N par N, qui sont diagonalisables. La SVD fonctionne pour toutes les matrices générales M par 14 N. Cependant, cette méthode est puissante. Parce qu'il vous donne un cadre. Donc V1, avec un V2, V3, pour lequel A agit comme un opérateur de mise à l'échelle. C'est un peu comme ça. C'est ce que fait A. C'est parce que ces U des deux côtés sont égaux. Cependant, pour la décomposition en valeurs singulières, on parle de décomposition en valeurs singulières. Je viens de l'effacer. Ce que vous 15 ont à la place, c'est tout d'abord que les espaces sont différents. Si vous prenez un vecteur dans R à la M, et que vous l'amenez dans R à la N, appliquez cette opération à. Ce qui va se passer ici, c'est qu'il y aura un cadre ici, et un cadre ici. Il y aura donc les vecteurs V1, V2, V3, V4 comme ceci. Et il y aura les vecteurs U1, U2, U3 comme ici. Lorsque vous prenez V1, A prend V1 jusqu'à U1 et le met à l'échelle en fonction de la diagonale. A prendra V2 à U2, il le mettra à l'échelle. Il prendra V3 en U3, et le mettra à l'échelle. Attendez un peu. Mais pour V4, nous n'avons pas U4. Ce qui va se passer, c'est que cela va disparaître. U4, lorsqu'il est appliqué à A, disparaît. Je sais que c'est une explication très vague, mais cette image géométrique tente de les comparer. Une décomposition des valeurs propres par diagonalisation fonctionne dans son cadre, elle est donc très puissante. Il suffit d'avoir quelques directions et de les mettre à l'échelle. La composition des valeurs singulières s'applique à une classe plus générale de matrices, mais elle est plus restreinte. Vous avez deux images, l'une pour l'espace d'origine, l'autre pour l'espace cible. La transformation linéaire envoie un vecteur vers un autre vecteur et le met légèrement à l'échelle.
C'est donc le bon moment pour revenir à la matrice du tout début. Vous vous souvenez de l'exemple où nous avions un vecteur d'entreprise et de date, et où l'entrée était le cours des actions. S'il s'agit d'une matrice n par n, vous pouvez essayer d'appliquer à la fois la décomposition en valeurs propres et la décomposition en valeurs singulières. Mais dans ce cas, c'est la décomposition en valeurs singulières qui sera la plus judicieuse. Je n'expliquerai pas pourquoi, ni ce qui se passe ici. Peter le fera probablement. Vous y reviendrez plus tard. Mais essayez d'imaginer avant d'écouter ce qui se passe réellement dans le monde réel. Essayez donc d'utiliser votre propre imagination, votre propre langage pour vous exprimer. Voyez ce qui se passe pour cette matrice, ce que fait cette décomposition. Cela semble totalement absurde. Pourquoi y a-t-il une géométrie? Pourquoi définit-elle une 16. Transformation linéaire, etc. Ce n'est qu'une belle théorie, qui donne simplement 17. De nombreuses informations utiles. Je ne peux pas vraiment insister davantage. Je ne peux pas insister davantage, car il s'agit d'une méthode universelle, utilisée dans toutes les sciences. Je pense que la décomposition des valeurs propres est la décomposition des valeurs singulières. Pas seulement pour ce cours, mais il est presque sûr de dire que dans chaque ingénierie, vous rencontrerez l'une de ces formes. Je vais donc vous parler de la preuve de la décomposition de la valeur singulière. Et je vais vous montrer un exemple de ce que fait la décomposition en valeur singulière pour un exemple de matrice, la matrice que j'ai choisie. La preuve de la décomposition en valeur singulière est intéressante. Elle repose sur la décomposition des valeurs propres. Donc, étant donné une matrice A, considérons les valeurs propres de A multipliées par A transposé. O, A transpose A. Première observation, c'est une matrice symétrique. Si vous vous en souvenez, elle aura des valeurs propres réelles, et elle est diagonalisable. Donc AT de A a des valeurs propres lambda 1, lambda 2, jusqu'à ce que ce soit une matrice n par n, donc lambda n. Et les vecteurs propres correspondant V1, V2, jusqu'à Vn. Pour des raisons de commodité, je le couperai à lambda r, et je supposerai que tout le reste est 0. Il se peut donc qu'aucune valeur propre ne soit 0. Dans ce cas, nous utiliserons toutes les valeurs propres. Mais seules les valeurs propres non nulles m'intéressent. Je dirai donc que jusqu'à lambda r, elles sont non nulles. Après, c'est 0. C'est juste un choix de notation. Et maintenant, je vais affirmer qu'ils sont tout positifs. Cette partie, c'est un peu comme si vous me croyez. Si c'est le cas, nous pouvons réécrire les valeurs propres. Réécrire les valeurs propres comme sigma 1 carré, sigma 2 carré, sigma r carré, et 0. C'était ma première étape. Ma deuxième étape, qui était la première, est de définir U de 1, fois V1 sur sigma 1, U de 2, fois V2 sur sigma 2, et U de R, 18 fois V de R sur sigma 2, et U de R, fois V de R sur sigma R. Et ensuite U de R plus 1 jusqu'à U de M pour compléter ce qui précède dans une base. Pour ceux qui ne comprennent pas, il suffit de penser que nous choisissons U1 jusqu'à UR d'abord, puis que nous choisissons arbitrairement le reste. Et vous comprendrez pourquoi je ne m'intéresse qu'aux valeurs propres non nulles. Parce que je dois diviser par les sigmas, les valeurs sigma. Et si c'est 0, je 19 ne peux pas faire la division. C'est pourquoi j'ai identifié ceux qui ne sont pas nuls. Et nous avons terminé. Il ne semble donc pas du tout que nous ayons terminé.
Mais je vais laisser mon U comme ceci, U1, U2, jusqu'à 1, désolé, il doit être N. Mon V sera V1, V2, jusqu'à VR. Désolé, il faut que ce soit N. Pour mon V, je choisirai V1, V2, jusqu'à VR. Puis le R plus 1 jusqu'à Vn. Cela permet de compléter la base. Voyons maintenant ce qui se passe. Donc A fois U transposé fois V. O, A. C'est pour cela que c'est un problème. Il faut faire U fois A fois V transposé. J'écrirai donc V et N, et ceci N. Ah oui, donc U fois A fois V transposé ici. Ce sera U1, U2, UMA. V transposé sera V1 transposé, V2 transposé, jusqu'à Vn transposé. J'ai fait une erreur. Je suis désolé. Oh, c'est le formulaire que je veux, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je dois donc transposer U et V ici. D'accord, désolé. Je vous remercie. Merci pour la correction. Je sais que cela semble différent. Mais je veux dire que si vous inversez la définition, ce sera la même chose. Donc je ne vais pas. Arrêtez de faire des erreurs. Avez-vous une question? Oui. Je vous remercie. Oui, c'est vrai. C'est plus logique. Merci beaucoup. Vous aurez alors eu un transposé jusqu'à un transposé. A fois V, en raison de la définition de V, sera le lambda 1 de V1. A fois V2 sera lambda 2 de V2. Jusqu'à lambda R de VR, et le reste sera 0. Tous ces éléments définissent les colonnes. Faisons maintenant quelques calculs. Donc U1T fois lambda 1 V1. U1T et lambda 1 V1. Lorsque vous faites le produit en points, vous obtenez V1 ta transposé de V1 lambda 1. Il me manque quelque chose. Ah, désolé. Ce n'est pas correct. Ce sont des A. J'ai défini les valeurs propres et je suis passé à la transposition A. Il s'agit alors de U1 transposé multiplié par sigma 1 multiplié par U1. Ce sera le sigma 1. Et si vous regardez la deuxième entrée, U1 transposé fois AV2, vous obtenez U1 transposé fois le sigma 2 de U2. Mais je prétends que c'est égal à 0. Pourquoi est-ce le cas? U1 transposé est égal à V1 transposé A transposé sur sigma 1. Et nous avons le sigma 20. 2U2 est égal à A multiplié par V2 sur sigma 2. Les deux s'annulent donc. Et nous avons 21. V1 tataf 2 sur sigma 1. Mais V1 et V2 sont deux vecteurs propres différents de cette matrice. Au début, nous pouvons avoir une décomposition orthonormée de A transposé A. Cela signifie que V1T fois V2 fois doit être égal à 0. Parce que c'est une valeur propre. Nous avons V1T fois lambda 2 V2 sur sigma 1. Nous avons donc lambda 2 sur sigma 1 fois V1 transposé V2. Ces deux valeurs sont résolues et nous obtenons également 0. Si vous faites le calcul, vous obtiendrez donc sigma 1, sigma 2 sur la diagonale, jusqu'à sigma R, puis 0, et 0 le reste. Étage 0 le reste? Désolé pour la confusion. En fait, le processus est assez simple. Je me suis juste perdu dans le calcul au milieu. Le processus est donc le suivant, regardez d'abord la transposition de A. Trouvez les valeurs propres et les vecteurs propres. En les utilisant, ils définissent la matrice V. Et vous pouvez définir la matrice U en appliquant A fois V sur sigma. Chacune d'entre elles définira les entrées de U.
La raison pour laquelle je voulais passer par cette preuve est qu'elle vous donne un processus de recherche d'une décomposition en valeur singulière. C'était un peu pénible pour moi. Mais si vous avez une matrice, vous pouvez suivre ces étapes simples pour trouver la décomposition en valeur singulière. Regardez donc cette matrice, trouvez ses valeurs propres et ses vecteurs propres. Il suffit de l'arranger de la bonne manière. Bien sûr, la bonne façon de faire nécessite un peu d'entraînement. Mais une fois que vous l'avez fait, vous obtenez une composition de valeurs singulières. Et je ne peux vraiment pas expliquer à quel point c'est puissant. Vous ne verrez que plus tard dans le cours à quel point cette décomposition est puissante. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous apprécierez davantage à quel point il est bon de disposer de cette décomposition et de pouvoir la calculer aussi simplement. Essayons donc de le faire à la main. Oui. Étudiant, donc, lorsque vous calculez le inaudible. Professeur, oui. 22. Étudiant, inaudible. Professeur, il faudrait qu'il soit orthonormé, oui. Il devrait être orthonormé? Ceci devrait être. 23. Orthonormé? Ceci aussi. Et c'est un bon point, parce que cela peut être ennuyeux quand on veut le faire à la main. En fait, cette décomposition. Il faut faire un processus de Gram-Schmid ou quelque chose comme ça. Ce que je veux dire par à la main, ce n'est pas vraiment à la main, sauf quand on fait ses devoirs. Car vous pouvez utiliser l'ordinateur pour le faire. Et en fait, si vous utilisez l'ordinateur, il existe des algorithmes bien meilleurs que celui-ci qui sont connus et qui peuvent le faire beaucoup plus rapidement et plus efficacement. Essayons donc de le faire à la main. Prenons donc A comme matrice 3, 2, 2, 2, 3, négative 2. Et nous voulons faire la décomposition en valeur propre de cette matrice. La transposition de A, que nous devons calculer, est 3, 2, 2, 2, 3, négative 2. Et vous obtiendrez 13, 12, 2, 12, 13, négatif 2, 2, négatif 2, 8. Les valeurs propres sont 0, 9 et 25. Dans cet algorithme, le sigma 1 au carré sera donc de 25, le sigma 2 au carré de 9 et le sigma 3 au carré de 0. Et le sigma 3 au carré sera 0. Donc nous pouvons considérer que sigma 1 est égal à 5, sigma 2 à 3, sigma 3 à 0. Nous devons maintenant trouver les VECTEURSPROPRES correspondants, les vecteurs propres pour trouver la décomposition en valeur singulière. Je vais en faire un pour vous rappeler comment trouver un vecteur propre. Donc, la transposition de A, moins 25 qui est égale à, si vous soustrayez 25 de ces entrées, vous obtiendrez négatif 12, 12, 2, 12, négatif 12, négatif 2, 2, négatif 2, négatif 13. Il faut ensuite trouver le vecteur qui annihile cette matrice. Et ce sera, je peux prendre l'un de ces vecteurs comme étant juste 1 sur la racine carrée de 2, 1 sur la racine carrée de 2, 0, après normalisation. Il suffit ensuite de faire de même pour les autres vecteurs. Vous trouvez que V2 est égal à 1 sur la racine carrée de 18, négatif 1 sur la racine carrée de 18, 4 sur la racine carrée de 18. Maintenant, trouvez V3 pour être celui qui annule cela. Mais je dirais simplement que 24. C'est X, Y, Z. Ce n'est pas important. J'expliquerai pourquoi ce n'est pas si important. Ensuite, notre V, tel qu'il est écrit ci-dessus, a été transposé. Je vais donc le transposer. 25.
Ce sera 1 sur la racine carrée de 2, 1 sur la racine carrée de 2, 0. V2, c'est ça. Nous pouvons donc écrire 1 sur la racine carrée de 18, un négatif sur la racine carrée de 18, 4 sur la racine carrée de 18. Et ici, il suffit d'écrire x, y, z. Et U sera défini comme U1 et U2, où U1 est à fois V1 sur sigma 1. U2 est à fois V2 sur sigma 2. Donc, multiplier A par ce vecteur, divisé par sigma 1 pour obtenir U. J'ai déjà fait le calcul pour vous. Cela va être, et cela va être, oui. Étudiant, comment avez-vous obtenu V1? Professeur, V1? Si vous avez fait le calcul au début pour obtenir les valeurs propres, alors ATA-25i, cela doit être, ne doit pas avoir un rang complet. Il doit donc y avoir un vecteur V qui, multiplié par ce vecteur, donne 0, 0, 0 vecteur. Ensuite, vous dites A, B, C et vous le mettez égal à 0, 0, 0. Et vous résolvez le système d'équations linéaires. Il y en aura plusieurs. Par exemple, on peut aussi prendre 1, 0. Mais je l'ai juste normalisé pour avoir inaudible. Il y a donc beaucoup de travail si vous voulez le faire à la main, même si vous pouvez le faire. Il faut trouver les valeurs propres et les vecteurs propres. Dans ce cas, il faut en trouver 3. Ensuite, il faut travailler encore et encore. Mais c'est possible. Et nous avons terminé. Cela permet de décomposer A en une transformation U sigma V. U est donc donné par 1 sur la racine carrée 2, 1 sur la racine carrée 2, 1 sur la racine carrée 2, moins 1 sur la racine carrée 2. Sigma était 5, 3, 0. Et V est ceci. Donc V transposé est juste transposé de cela. Je l'écrirai comme ça, où V est ceci. Nous avons donc cette décomposition. Permettez-moi de l'écrire, car je veux vous montrer pourquoi x, y, z n'est pas important. 1 sur la racine carrée 2, 1 sur la racine carrée 2, 0. 1 sur la racine carrée 18, moins 1 sur la racine carrée 18, 4 sur la racine carrée 18, x, y, z. La raison pour laquelle je dis que ce n'est pas important, c'est que je peux simplement laisser tomber. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ici? Il faut que ce soit du 2 par 3. Je peux laisser 26. Tomber cette colonne, et laisser tomber cette colonne ensemble. Il faut que ce soit 7. Forme. Laissez tomber ceci et laissez tomber cela en même temps. 27. Le message est donc que les vecteurs propres correspondant à la valeur propre 0 ne sont pas importants. Les seules valeurs propres pertinentes sont les valeurs propres non nulles. Laissez donc tomber ceci et laissez tomber cela. Cela vous permettra d'économiser des calculs. Permettez-moi donc d'énoncer une forme différente de décomposition de la valeur singulière. Cela fonctionne en général. Il y a un corollaire. Nous obtenons une forme simplifiée de SVD, où A devient égal à U fois sigma fois V transposé, et A était une matrice M par N. U est toujours une matrice M par N. Mais maintenant sigma est aussi une matrice M par N. Cela ne fonctionne que lorsqu'M est inférieur ou égal à N. Et V est une matrice M par N. La preuve est donc exactement la même. Et la dernière étape consiste simplement à supprimer les informations non pertinentes. Je n'expliquerai donc pas pourquoi cela fonctionne. Mais vous verrez que si vous la parcourez, vous verrez que l'élimination de cette partie correspond exactement à cette information. Voilà pour la forme réduite.
Voyons donc ce qu'il en est. Au début, nous avions A. J'ai effacé A. A était la matrice 2 par 3 au début. Et nous avons obtenu la décomposition en matrice 2 par 2, 2 par 2 et 2 par 3. Si nous n'avions pas supprimé la cinquième colonne et la cinquième ligne, nous aurions obtenu une matrice 2 par 2, fois 2 par 3, fois 3 par 3. Mais nous pouvons maintenant la simplifier en les supprimant. Et il se peut qu'il ne soit pas très différent sur ce tableau. Parce que je n'ai effacé qu'une ligne, mais de nombreuses matrices que vous verrez dans des applications réelles ont un rang beaucoup plus bas que le nombre de colonnes et de lignes. Donc si R est beaucoup plus petit que M et N, alors cette partie n'est pas évidente. Mais si M et N ont un grand écart, le nombre de colonnes que vous économisez peut être énorme. Pour illustrer un exemple, regardez ceci. Regardez maintenant les cours des actions, où vous avez des entreprises et des dates. Précédemment, j'ai donné l'exemple d'une matrice de 3 par 3. Mais il est plus judicieux d'avoir des dates, beaucoup plus de dates que d'entreprises. Disons que vous avez enregistré 365 jours par AN, même si le marché n'est pas ouvert tous les jours, et que vous avez enregistré 5 sociétés. 28. Si vous décomposez ceci, vous obtiendrez 5 par 5, 5 par 365, 365 par 365. 29. Mais la forme réduite permet de gagner beaucoup d'espace. Si vous ne regardez que le tableau, vous n'avez pas l'impression qu'il est si puissant. Mais en fait, il l'est. Voilà donc la forme réduite. Et c'est cette forme réduite que vous verrez la plupart du temps. J'ai donc fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui. J'ai encore un sujet, mais un sujet tout à fait pertinent. Avez-vous des questions avant que je ne passe au sujet suivant? Oui. Étudiant, inaudible. Professeur, pouvez-vous appuyer sur le bouton? Étudiant, inaudible. Professeur, donc dans ces données, ce que cela signifie. Vous demandez ce que les vecteurs propres signifient pour ces données. Il vous donnera quelques actions. Ils vous donneront la corrélation. Chaque vecteur propre vous donnera un groupe d'entreprises qui sont corrélées d'une manière ou d'une autre. Ils mesurent leur corrélation les unes avec les autres. Je n'ai donc pas une très bonne explication de sa signification physique. Vous pourriez peut-être m'en dire un peu plus? Intervenant, c'est possible. Nous y reviendrons dans des cours ultérieurs. Mais dans la décomposition en valeurs singulières, il faut penser que ces matrices orthonormées définissent vraiment une nouvelle base, une sorte de base orthogonale. Vous prenez donc le système de coordonnées d'origine, puis vous le faites tourner. Et ce, sans modifier, étirer ou comprimer les données. Il s'agit simplement d'une rotation des axes. Une matrice orthonormée donne donc les cosinus du nouveau système de coordonnées par rapport à l'ancien. La décomposition en valeurs singulières consiste donc simplement à faire pivoter les données dans une orientation différente. Et la base orthonormée que vous transformez est essentiellement les coordonnées des données d'origine dans le système transformé. Ainsi, comme le faisait remarquer Schoenbaum, il s'agit essentiellement d'une représentation des points de données originaux dans un espace transformé linéairement, et les corrélations entre les différents stocks sont représentées par la manière dont ces points sont orientés dans le nouvel espace, dans l'espace transformé. 30. Professeur, il vous faudra donc voir des données réelles pour en tirer le meilleur parti. Mais une autre façon de 31. La décomposition en valeurs singulières, si vous vous souvenez de la preuve,
provient des vecteurs propres et des valeurs propres de A transposées en A. Donc toute cette décomposition en valeurs singulières, si vous vous souvenez de la preuve, provient des vecteurs propres et des valeurs propres de A transposées. Maintenant, si vous regardez le LA transposé, ou je dirais simplement que c'est le LA transposé à la suite du LA. C'est à peu près la même chose. Si vous regardez A fois A transposé, vous obtiendrez une matrice M par N. Elle sera indexée par ces deux entreprises. Elle sera indexée par ces deux entreprises. Les chiffres représentent le degré de corrélation entre les entreprises. En examinant les vecteurs propres de cette matrice, on observe donc la corrélation entre les cours des actions, disons les cours des actions des entreprises. Cette information est représentée dans la décomposition de la valeur singulière. Mais encore une fois, il est beaucoup plus facile de comprendre si vous avez de vrais chiffres et de vraies données, ce que vous aurez plus tard. Alors, soyez enthousiastes et attendez. Vous allez voir des choses intéressantes. C'était donc tout pour la décomposition des valeurs propres et la décomposition des valeurs singulières. La dernière chose que je souhaite mentionner aujourd'hui est le théorème de Perron-Frobenius. Celui-ci semble beaucoup plus théorique que ceux que je vous ai montrés. Mais étonnamment, il y a quelques années, Steve Ross, professeur à l'école de commerce, a trouvé un résultat très intéressant appelé théorème de récupération de Steve Ross qui utilise le théorème de Perron-Frobenius que je vais vous présenter aujourd'hui. Malheureusement, vous ne verrez un cours sur le théorème de récupération de Steve Ross que vers la fin du semestre. J'essaierai donc de vous rappeler de quoi il s'agit plus tard. Mais puisque nous parlons d'algèbre linéaire aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter le théorème. Il s'agit du théorème de Perron-Frobenius. Et vous ne croirez pas qu'il a des applications en finance parce qu'il a l'air tellement théorique. Je ne fais qu'énoncer une forme vraiment faible. Forme faible. Soit à une matrice. 32. Symétrique n par n, dont les entrées sont toutes positives, avec des entrées positives. Il y a alors quelques propriétés qu'elles ont. 33. Tout d'abord, il existe une valeur propre la plus grande, lambda 0, telle que lambda est inférieur à lambda 0. C'est vrai pour tous les autres lambda. Cette affirmation est donc très facile pour les matrices symétriques. Vous pouvez donc oublier la symétrie, mais je ne l'ai fait que parce que je ne vais prouver que pour ce cas faible. Il suffit de penser à l'énoncé lorsque la matrice n'est pas symétrique. Si vous avez une matrice n par n dont toutes les entrées sont positives, il existe une valeur propre, lambda 0, une valeur propre réelle telle que la valeur absolue de toutes les autres valeurs propres est strictement inférieure à cette valeur propre. Rappelez-vous donc que s'il ne s'agit pas d'une matrice symétrique, il peut s'agir de valeurs complexes. Cela signifie qu'il existe une valeur propre unique dont la valeur absolue est la plus grande et que, de plus, il s'agit d'un nombre réel. Deuxième partie, il existe un vecteur propre positif avec des entrées positives, correspondant à lambda 0. Donc le vecteur propre correspondant à ce lambda 0 a des entrées positives. Et la troisième partie est lambda 0 est une valeur propre de multiplicité 1, pour ceux qui savent ce que c'est. Il s'agit donc d'une valeur propre unique avec un vecteur propre unique, dont les entrées sont positives. Et elle est plus grande, vraiment plus grande que les autres valeurs propres. Du point de vue des mathématiciens, les applications sont donc nombreuses. Il s'agit de la théorie des probabilités. Mon principal domaine de recherche est la combinatoire, les mathématiques discrètes.
On l'utilise également dans ce domaine. D'un point de vue théorique, ce théorème a donc été utilisé dans de nombreux contextes. Ce n'est pas un théorème standard enseigné en algèbre linéaire. Je ne pense donc pas que la plupart d'entre vous l'aient déjà vu. Mais c'est un résultat bien connu, avec de nombreuses utilisations, des utilisations théoriques. Mais il est également utilisé plus tard, comme je l'ai mentionné, dans le domaine de la finance, ce qui est assez surprenant. Permettez-moi donc de vous donner une idée de la raison pour laquelle cela se produit. 34. Je ne vous donnerai pas tous les détails de la preuve, mais juste une brève description. Esquisse lorsque A est symétrique, juste un cas simple, A est symétrique. Dans ce cas, cet énoncé, si vous le regardez, tout d'abord, A a des valeurs propres réelles. Je dirais que c'est lambda 1, lambda 2. Jusqu'à lambda n, 35. Et à un moment donné, je dirais jusqu'à lambda I, il est supérieur à 0 à l'endroit où cette petite flèche est 0. Il y a des valeurs propres positives. Il y a des valeurs propres négatives. C'est donc la première observation. Les choses sont plus faciles à contrôler, parce qu'elles sont toutes réelles. Le premier énoncé dit que, peut-être aurais-je dû l'indexer en tant que lambda 0. Je l'appellerai simplement lambda 0 à la place. Ce lambda 0 est en fait plus grand en valeur absolue que lambda n. C'est le contenu du premier point. Donc, si l'on tout des entrées positives, alors la valeur propre positive, la plus grande valeur propre positive, domine la plus petite valeur propre négative, ce qui est le cas. Pourquoi est-ce le cas? Tout d'abord, pour voir cela, il faut passer par différentes étapes. Nous passons donc de l'observation à 2. Lambda 1, regardez donc lambda 1. Lambda 1 a un vecteur propre avec des entrées positives. Pourquoi est-ce le cas? C'est parce que si vous regardez A multiplié par V, lambda est multiplié par V. Si V, permettez-moi de l'exprimer ainsi. Lambda 0 est le maximum de tous les lambda, lambda 0. Ce n'est pas tout à fait correct. Lambda 1? Désolé. Si V a des entrées non positives, s'il a une entrée négative, si V a une entrée négative, il faut l'inverser. Retournez le signe, et vous obtiendrez ainsi un nouveau vecteur V premier. Puisqu'A a des entrées positives, A a des entrées positives. Nous en concluons que A fois A premier sera plus grand que A fois V. Il faut regarder. Pensez Y. Parce qu'il a des entrées positives, s'il avait une partie négative quelque part, la magnitude diminuerait. Donc, si vous inversez le signe, cela devrait augmenter la magnitude. Et cela ne peut pas arriver? Cela ne devrait pas arriver? Cela ne doit pas arriver? C'est là qu'intervient la notion d'entrée positive. Si vous avez des entrées positives, alors le vecteur propre devrait également avoir des entrées positives. Je n'entrerai donc pas dans les détails du reste. Je le publierai dans les notes de cours. Mais en réalité, ce théorème peut être énoncé de façon beaucoup plus générale que cela. Je n'en énonce qu'une forme très faible. Il n'est pas nécessaire qu'il ait toutes les 36. Entrée positive. Il suffit qu'elle soit irréductible, ce qui est un concept de la théorie des probabilités des chaînes de Markov. 37. Mais ici, nous ne l'utiliserons que dans ce cadre. Je l'examinerai donc plus tard, avant qu'elle ne soit vraiment utilisée. Mais rappelez-vous comment ces entrées positives entrent dans ce type d'énoncé, où il y a une valeur propre, la plus grande valeur propre,
pourquoi il doit y avoir un vecteur qui a toutes les entrées positives. Tout cela entrera en jeu plus tard. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Avez-vous des questions de dernière minute? Si ce n'est pas le cas, je vous donne rendez-vous jeudi.